Qu'est-ce qui fait de Jujutsu Kaisen un si bon récit d'un point de vue philosophique? Du moins dans la forme, parce que le fond on l'analyse toutes les semaines avec des petites vidéos que ce soit sur YouTube ou TikTok. Et pour les mêmes raisons, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas arrêté à l'arc Shibuya, malgré le côté extrêmement tragique et on va se le dire émotionnellement pas rentable de cet arc? La réponse, on peut la trouver dans l'histoire de la philosophie si on remonte à ses origines et plus précisément vers Aristote. Pour cela, on va analyser d'une part l'aspect tragique de l'œuvre et d'autre part la puissance de la philia dans Jujutsu Kaisen. Pour ceux qui ne connaissent pas, Aristote est l'élève de Platon, le grand philosophe qui était lui-même l'élève de Socrate. D'ailleurs, à moyen mémotechnique pour se rappeler de l'ordre chronologique des trois, pensez à la SPA, Société protectrice des animaux. Voilà, c'est parfait. SPA, Socrate, Platon, Aristote, ça peut sauver au bac. Et la relation entre Aristote et Platon est assez intéressante à analyser, parce que justement, ils s'aimaient pas trop d'un point de vue philosophique. L'opposition est caractérisée par le fait que Platon, c'est un idéaliste. Il a une théorie des idées et des formes, et donc on peut pas dire le contraire vis-à-vis de ça. Et son élève Aristote, c'est plus un empiriste d'une certaine façon, dans le sens que pour lui, le monde physique a une vraie valeur épistémique, c'est-à-dire au niveau de la connaissance du monde. Quelque chose qui l'illustre très bien est ce tableau de Raphaël intitulé L'école d'Athènes. On y voit Platon qui lève le doigt au ciel, montrant que sa préoccupation première est la connaissance de ce qui dépasse l'existence physique, qui est soumise au devenir et aussi aux variations physiques, les choses vraies, elles, étant dans la pensée. Et Aristote, lui, baisse la main, montrant que pour lui, ce qui importe, c'est ce qu'il y a autour de lui, c'est le monde empirique, le monde physique. Il a quand même écrit un ouvrage intitulé Physique. Pour lui, le monde sensible a une valeur indéniable que Platon refuse. Il y a donc deux philosophies qui s'opposent ici. Mais si elles s'opposaient uniquement au niveau de la connaissance, ça serait pas très intéressant pour analyser Jujutsu Kaisen. Là où ça nous intéresse, c'est aussi au niveau de l'art et de la représentation artistique et de la valeur de cette dernière. Parce que oui, l'opposition persiste aussi dans le domaine des mythes et des représentations artistiques, que ce soit la poésie, l'art lyrique ou même la musique. Et ce qui nous intéresse ici, la tragédie. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, même Platon à un moment reconnaît la valeur pédagogique justement des arts, après les avoir bien critiqués avant, de sorte que le mythe a une utilité d'ordre public. Il permet d'enseigner des choses puissantes à une plus grande foule au lieu de passer par un grand travail dialectique. Mais cela reste loin de l'intérêt et du travail qu'a exercé son élève sur les mêmes mythes. Et les textes qui nous intéressent ici et à travers lesquels on va analyser Jujutsu Kaisen, c'est les deux textes d'Aristote, à savoir la rhétorique et la poétique. Dans ces deux textes, il développe sa théorie sur l'art et sur la science de la représentation tragique et parle de son intérêt, de sa valeur et de ce qui distingue une bonne d'une mauvaise tragédie, tout en apprenant plus sur nous-mêmes et sur notre condition humaine. C'était une introduction un peu longue, mais salut, moi c'est Gatsu, je suis prof de philo et aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen comme étant une excellente tragédie. Bon, il est indéniable que Jujutsu Kaisen c'est un récit tragique. Et l'arc de Shibuya nous l'a bien montré, même si la tragédie arrive aussi dans le passé de Gojo. Avec ses morts, ses renversements de situations constantes et la perte mais aussi la reconnaissance de relations filiales entre les personnages, Jujutsu Kaisen plaît par son aspect terrible et du fait que personne n'est épargné. Alors oui, ce n'est pas nouveau et Gege n'a rien inventé, mais il est bon de voir que dans le paysage de la création artistique nippone ultra codifiée, il y a une œuvre qui tente autant et qui ne laisse aucun de ses personnages à l'abri. Mais vraiment aucun. Mais justement, et malgré toute cette charge émotionnelle négative, pourquoi est-ce qu'on continue de lire Jujutsu Kaisen? Au point même où les lecteurs de manga n'attendaient que l'adaptation de cet arc qui était traumatisant et l'ont vendu comme ça. Vous vous rappelez comment on a forcé pour l'adaptation de l'arc Shibuya en expliquant que c'était le vrai Jujutsu Kaisen qui allait commencer? En somme, on peut monter à la plus grande question, pourquoi aimons-nous tant les récits tragiques? Et quelle est la valeur de la tragédie d'un point de vue philosophique? Encore une fois, pour comprendre cela, il est nécessaire de faire un retour en arrière vers cet auteur qui est Aristote et son ouvrage La Poétique. Il y décrit une pensée très puissante sur la tragédie grecque et par la même occasion, il fait de cet art une science, c'est-à-dire qu'il découvre les règles de la réalisation d'une bonne tragédie. Là où Platon se refusait à cet exercice, parce que pour lui la tragédie ne servait qu'à stimuler un pathos plutôt qu'un logos, c'est-à-dire des émotions plus qu'un raisonnement logique, soit qu'elle n'est pas soumise à une activité dialectique sérieuse que la philosophie réalise, elle, la tragédie pour ce dernier ne faisait que l'éloigner de la connaissance vraie du monde. Or, son élève, lui, a un regard totalement différent sur la chose. Parce que pour lui, le sentiment esthétique pris à la vision de ces représentations terribles a une valeur épistémique, mais aussi une valeur éthique pour l'homme. Bref, une valeur totalement positive. Voir ces choses terribles, c'est nous confronter à notre humanité, mais c'est aussi un rappel de ce que l'on est, et ça nous rend plus humains. C'est même ce qui va nourrir ce sentiment de purgation de l'âme que décrit Aristote à travers sa catharsis. Voir l'humanité exposée dans son entièreté, nue et sans aucun artifice dans les situations les plus terribles qui soient. Bref, regarder une tragédie, c'est s'accepter en tant qu'humain avec tout ce qui nous constitue de complexe et de terrible, et accepter le côté
réalité terrible de l'existence. Et lorsqu'on lit ou lorsque l'on voit JJK, on voit tout ce qui fait l'homme et l'humanité, que ce soit dans la trahison, le sacrifice, l'amour et la haine, et encore j'en passe. Dans le caractère intéressé de Mei Mei par exemple, qui ne pense qu'au gain, ou dans le caractère totalement traumatisé de Gojo Satoru, du fait qu'il est le plus fort, mais paradoxalement n'arrive à sauver personne, que ce soit son ancien meilleur ami, ses élèves ou même ses mentors. Ouais, on est dans le summum du tragique avec ce personnage. Ou même dans le caractère profondément altruiste de Nanamine, qui fait tout pour aider la nouvelle génération, se met toujours en avant pour sauver les jeunes, mais qui en délaisse sa propre protection. Car oui, on ne va pas l'appeler Nanami, c'est Nanamine, d'accord? Vous ne me faites pas dire l'inverse. Ou Kentune pour les animes only. Mais pourquoi une telle purgation dans cette lecture où l'on se confronte à l'humanité telle qu'elle est dans sa plus grande complexité? Cela vient du fait que nous sommes des animaux essentiellement mimétiques selon Aristote. Je m'explique. Selon lui, nous apprenons par imitation. En effet, l'enfant apprend en imitant les adultes. L'être humain tient son caractère unique par le fait qu'il apprenne par l'imitation en permanence vis-à-vis de tout ce qu'il y a autour de lui. Et il dit même plus, il y a un plaisir à imiter. Et il est vrai, on prend du plaisir à imiter. Regardez juste les représentations artistiques. Comme il le dira dans son ouvrage métaphysique au livre Alpha, tous les hommes par nature désirent de savoir. Le signe en est le plaisir des sens. En effet, hors même de l'utilité immédiate, nous les aimons pour eux-mêmes. Et donc, une prémisse à cette thèse est donc que nous prenons du plaisir à imiter et du plaisir à apprendre par l'imitation. Nous commençons à apprendre par des imitations, mais nous continuons aussi d'apprendre grâce à des imitations. On va voir des films, des séries, on lit des récits de personnes imitant d'autres personnes, et ça nous en apprend plus sur nous et sur l'existence. Il y a donc un plaisir essentiel et épistémique à apprendre par l'imitation, car elle découle de notre faculté rationnelle en tant qu'être humain. Bref, c'est une activité de la partie rationnelle de l'âme. C'est pour ça qu'Aristote considère que les activités mimétiques ne sont pas sans valeur et ne peuvent être catégorisées uniquement de jeu. Pour Aristote, ça a une valeur d'enseignement. Jujutsu Kaisen nous en apprend plus sur nous-mêmes et sur le monde par le fait que c'est un récit proprement imitatif. Nous apprenons que tout ce qui nous ébranle dans ce texte est quelque chose qui peut nous arriver à nous par imitation. Nous rapportons le caractère inflexible de Yuji à la personne qui ne se laisse jamais abattre et garde son optimisme malgré la situation. Et en nous apprenant plus sur la force de notre volonté, celui de Nobara et de sa ténacité face aux événements et aux codes sociaux étouffants, mais aussi celui de Toji ou Maki et le rapport belliqueux avec notre milieu de naissance qui nous étouffe, voire est source de traumatisme. De ce fait, l'on comprend que l'objet de la tragédie n'est pas de dépeindre le réel, parce que sinon on tombe dans l'aporie platonicienne. Dans la tragédie, on cherche pas à dépeindre le monde tel qu'il est, la vie dans son exactitude. Au contraire. Et là, si vous me suivez depuis le début, vous me direz « Mais t'es en train de te contredire, Gatsu ». Alors non. Dépeindre le réel n'est juste pas sa priorité, n'est pas son essence. Parce que paradoxalement, il ne dépeint pas l'irréel, c'est-à-dire ce qui ne peut pas exister. Non, sa priorité est de dépeindre ce que l'on nomme le possible, ce qui pourrait arriver. Et par extension, ce qui pourrait nous arriver. Et ça, c'est encore plus glaçant en fait. La possibilité de perdre d'un ami suite à une amitié très forte, la possibilité de perdre l'être aimé, la possibilité d'un renversement total de notre fortune suite à une simple erreur. Ça, c'est 10 fois plus terrible et traumatisant que tout le reste en fait. Et un autre auteur voit l'utilité de la tragédie, et il en parle justement dans son ouvrage La naissance de la tragédie, à savoir Friedrich Nietzsche. En effet, le jeune Nietzsche inscrit dans cet ouvrage que l'homme a besoin de se confronter à des représentations tragiques de l'existence, lui rappelant la nature vraie du monde, en arrêtant de se fourvoyer, en ne voulant voir que de belles représentations, le côté apollinien de l'existence. Dans l'art grec et la tragédie, il y a selon Nietzsche certes un aspect apollinien, qui est le côté beau, lyrique qui donne les belles formes à l'art, Apollon étant le dieu caractérisé par sa beauté, l'instinct apollinien chez l'artiste le rapproche du rêve et de ce qui alimente le côté olympien de ses représentations. Mais il existe un instinct antagoniste qui cohabite avec ce dernier, à savoir le dionysiaque. Contrairement à l'apollinien et son rêve, lui évoque l'ivresse, le côté tourbillonnant et chaotique de l'existence. Il existe au-delà des formes, au-delà des individus, il est l'essence même du monde, cette essence cachée à l'abri des apparences, tapie dans l'ombre, mais que le vrai artiste, comme philosophe, arrive à pénétrer de son regard, alimentant une véritable inspiration, vu que Dionysos, c'est un peu le dieu de l'ivresse et de la musique. Et dans Jujutsu Kaisen, c'est un peu ces deux instincts qui cohabitent. L'apollinien, sous la forme de la beauté et du rêve, que ce soit par la beauté des personnages, on va pas se le cacher, mais aussi la beauté de la relation qu'il y a entre eux, notamment la puissance de l'amitié entre Gojo et Geto, et le dionysiaque dans le tourbillon d'ivresse et d'émotions qu'apporte ce récit. Un tourbillon d'émotions qui nous extrait de notre individualité pour nous rappeler à quelque chose d'essentiel, de plus humain qui nous connecte tous, mais aussi de plus terrible justement dans l'existence. En gros, la confrontation à une expérience
expérience extrêmement intime qui va justement nous ramener à l'universel en nous extrayant de notre individualité. Par exemple avec Gojo Geto, quand on passe de l'amitié à littéralement de vraies âmes sœurs. Voilà en quoi Jujutsu Kaisen est donc un récit tragique et pourquoi il plaît autant malgré le côté très terrible de son écriture. Mais dire cela, c'est manquer un autre élément qui est un des éléments les plus importants de l'œuvre. C'est même un élément qui nourrit souvent les tragédies grecques, je parle bien évidemment du nœud de Jujutsu Kaisen, mais aussi de la tragédie, à savoir la filia et la reconnaissance de la filia entre les personnages. Reconnaissance, mais aussi perte, vous allez voir. Rappelons donc les acquis de la réflexion. Il nous est aisé de considérer Jujutsu Kaisen comme étant une tragédie, que ce soit par son aspect terrible, son plaisir esthétique fondé par une purgation de l'âme vis-à-vis de cette même représentation, et sa dichotomie dans son écriture entre l'apollinien et le dionysiaque. Mais ce qui fait l'essence même de Jujutsu Kaisen, son noyau dur dans sa forme et qui rend son fond si puissant, et bah c'est la place que prend la filia dans ce récit, et comment cette dernière va instaurer des renversements de situation. Et rien que dans l'épisode 22 de la saison 2, nous avons 3 reconnaissances de filia qui font évoluer l'histoire, que ce soit Chozo avec Yuji, Chozo avec Kenjaku, décidément Chozo est partout, mais aussi Noritoshi avec son ancêtre qui s'appelait aussi Noritoshi, mais qui n'est autre que Kenjaku. Plus anecdotique que l'autre, c'est vrai, mais ça mérite d'être souligné. Mais avant tout, bah qu'est-ce que la filia? J'en parle depuis tout à l'heure, mais j'ai toujours pas défini. Si on devait traduire la filia, ça s'apparenterait à de la parenté, à un lien familial, à de l'amitié, mais toutes ces traductions ne rendent pas justice à ce qu'est véritablement ce concept grec, qui justement est 10 fois plus puissant dans son utilisation antique. Pour faire simple, la filia, c'est le lien affectif et objectif qui existe entre plusieurs personnes. Et ce lien est même ce qui leur donne leur identité. La filia est donc liée à notre humanité, en tant que c'est ce qui nous rend profondément et véritablement humains. Par les relations que l'on construit, l'on se construit aussi, mais l'on construit aussi notre bonheur et aussi notre malheur. Chacun a une façon différente de tisser des liens avec ses congénères et c'est même ce qui va constituer son identité. De ce fait, et par la part extrêmement importante que prend la filia dans la tragédie, mais aussi dans Jujutsu Kaisen ici, on peut considérer, comme le dit Aristote justement, que l'homme est un animal amical, soit qu'il se définit par ses liens qu'il tisse avec les autres. La tragédie a donc un lien fondamental avec la filia, par sa place ultra importante pour l'homme, le fait qu'elle conditionne son destin, son bonheur et son identité, et par les variations que connaît le récit suite au renversement de ces liens. Et je ne parle pas d'une simple péripétie, je parle d'un véritable renversement total de fortune. Le récit change et bascule totalement suite à une inversion de rapport entre deux personnages, que ce soit le divorce KFC ou par le lien qui naît entre Yuji et Nanamine. Mais il y a aussi la relation entre le trio de base, à savoir Yuji, Nobara et Megumi. Plus on apprend sur la relation des personnages entre eux, plus on est pris dans le récit. Et les plus grandes souffrances dans ces récits, bah elles sont nées des pertes des liens entre les personnages. Et par moments, c'est même la chose la plus effrayante qui puisse nous arriver en tant que sujet humain. Le tort causé à un lien d'amitié est par moments le plus grand tort que puisse connaître un individu. Et c'est ce qui va alimenter ce plaisir cathartique, parce que face à cela, on rit, on pleure, et des fois on n'en peut plus. Et il y a qu'à voir tous les edits Satosugu qui inondent TikTok, mais aussi les Chozo Yuji, les Todo Yuji, et tout cela montre à quel point la relation entre les humains est assez importante. Elles sont donc au centre du récit tragique. Et pourtant, on continue de lire. La tragédie vise donc deux sentiments, la compassion mais aussi la crainte. La compassion pour quelqu'un qui vit une injustice et qui ne mérite pas ce qui lui arrive. Et là il y a reconnaissance avec autrui parce qu'on se dit que ça pourrait aussi nous arriver. Et la crainte, encore une fois, parce que c'est des choses qui peuvent aussi nous arriver en tant que sujet. Nous sommes humains, nous sommes imparfaits, nous faisons des erreurs. Et parfois, notre destin est tenu dans la main de personnes malveillantes. Et un renversement de fortune peut nous amener à tout perdre dans la vie. De ce fait, le lien filial est ce qui peut amener le renversement total du récit, positivement et négativement. Ça peut passer par la reconnaissance d'un frère perdu, mais aussi d'un parent censé être mort et revenu. On passe d'une ignorance à une reconnaissance d'un lien filial. Et si vous vous dites que c'est pas quelque chose qui marche, quelle est la phrase la plus iconique de Star Wars? Bref, ce renversement peut amener un ami à devenir un ennemi, c'est même le sens de la trahison. En tout cas, c'est mon analyse vis-à-vis du côté tragique de Jujutsu Kaisen, mais aussi de la place de la filia. Une œuvre qui joue beaucoup sur la notion d'amitié, d'amour, de trahison, mais aussi de reconnaissance d'un lien perdu ou d'un lien que l'on invente pour pouvoir créer une amitié encore plus forte, sans parler de la notion d'héritage qui est centrale dans le récit, mais bon, d'autres personnes en parlent mieux que moi. C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.